bonsoir et merci de votre fidélité. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans le cadre de cette émission Entretien. Nous allons aborder des questions d'actualité. Vous le savez, l'actualité pour la semaine qui s'est achevée était particulièrement marquée par la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et quelques jours après, c'était la publication par les évêques d'un message qui appelle la Commission électorale nationale indépendante à se prendre en charge et surtout à organiser les élections dans de bonnes conditions pour éviter les désordres au pays. La réplique du gouvernement et aussi de la majorité comme de l'opposition. Nous allons parler de la situation au sein de l'opposition politique. Et pour analyser toutes ces questions, nous recevons sur ce plateau le professeur Mathieu Kalele, acteur politique, mais aussi cadre de l'opposition. Professeur, bonsoir. Bonsoir Charlie. Merci d'être venu, professeur. Nous commençons par le commencement, comme on dit. Le Congo démocratique, bien sûr, 54 ans après, c'est vrai qu'un défilé énorme a eu lieu le 30 juin dernier au boulevard, sur le boulevard du 30 juin, je voulais plutôt le boulevard triomphal. Aujourd'hui, 54 ans après, quelle analyse vous faites en tant qu'acteur politique de la marche de notre pays? Non, le pays, dans beaucoup de points, a régressé. Vous prenez l'état des hôpitaux, des soins médicaux, vous prenez le niveau d'études, vous prenez le niveau de vie de la population, en ville et surtout à la campagne. Vous prenez les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, c'est accident sur accident. Mais il y a des efforts qui sont entrepris dans ce sens. Oui, il y a des efforts en ville, dans la ville des Blancs, Kalina, mais les mêmes efforts, vous ne les constatez pas à Kimbanseke, vous ne constatez pas à Mokali, vous ne les constatez pas à Mboudi, etc. Ici, Grand Liboulou, c'est des hommes grenouilles. C'est des immondices à n'en pas finir. Donc, on a embelli la partie de la ville fréquentée par les Blancs et autres étrangers, et on a laissé pour compte les cités, les anciennes cités indigènes. Mais les routes, par exemple, la route qui va à Kikwit, ça dessert aussi la population de l'arrière-pays. Oui, à Kikwit, on nous a même parlé de Pomponzo, de ce côté-là. Mais monsieur, est-ce que si moi je dois aller à Cabinda, je vais prendre le Pomponzo, je le plie, je le lance sur les différentes rivières que je dois traverser là-bas? Non, c'est des efforts qui sont faits dans certains endroits bien précis. Pour l'ensemble, le pays est laissé pour compte. Regardez même la manière de s'habiller. Nous, on a fait le cheval entre la période coloniale et la période actuelle. Quel était le niveau de vie d'un enseignant, d'un cantonnier, d'un infirmier? Aujourd'hui, le professeur d'université, l'enseignant tout court, quel est son niveau de vie? Quand moi j'étais étudiant à l'UOC, je faisais vivre mes parents avec ma bourse d'études. J'ai payé les études de mon petit frère qui venait directement après moi avec ma bourse d'études. L'étudiant de ce temps-là et l'étudiant actuel, faites la comparaison. Mais les conditions ne sont plus les mêmes, professeur. Si je veux dire, ça se détériore. Ça devrait être avec nous-mêmes, on devait pouvoir vivre mieux. Vous allez à Kinshasa ici, monsieur. La plupart des gens, les hommes, les femmes, les enfants, s'habillent en usager, les habits
abandonnés par les Blancs, morts de tuberculose ou de ne sais pas quelle maladie. Vous voyez, contre le froid ici. Qui paye des vareuses neuves? C'est tout ce qui a été rejeté à l'Europe que vous trouvez tout autour ici, partout, que les gens ramassent 50 francs, 10 francs, etc. pour s'habiller. En tout cas, nous ne progressons pas dans beaucoup de domaines. Nous sommes en train de régresser. Alors, dans la capitale comme à l'intérieur. Alors maintenant, s'il y avait quelles sont les perspectives finalement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour peut-être corriger? Le gouvernement est en train de faire des efforts, on l'a dit, la stabilisation du cadre macroéconomique, l'assainissement du climat des affaires. Et aujourd'hui, on vient de réintégrer l'initiative ITIE. C'est quand même des efforts qui sont reconnus sur le plan mondial. Dans cet ensemble, si on devait aller un peu plus vite pour combler le vide ou récupérer le retard, qu'est-ce qu'il faut encore faire, professeur? Vous savez, tout ce que vous utilisez là, c'est des gros mots. Plan de modernité, cadre macroéconomique, OEDA, etc. Combien de gens, la cité ici, comprennent le sens? Qui mange ça? Vos cadres macroéconomiques là. Qui mange ça? Si vous allez par exemple au Katanga, les gens qui sont tués quotidiennement par les Bakatakatanga, là, vous leur parlez de Wahada, ça signifie quoi? Les gens s'occupent du palpable, du vécu quotidien. Depuis Mouzito et même un peu avant, on nous parle toujours de l'amélioration du cadre macroéconomique. Mais moi, je suis sociologue. Les gens parlent plutôt de Pasieleki. Pasieleki. Tozo Koliate. Courant exaté. Maille exaté. Mais vous voyez que pendant la période du mondial ici, le courant est un peu partout stable. Donc pourquoi en période ordinaire il y a coupure? Il faut vous poser cette question. On peut stabiliser le courant, fournir du courant 24 heures sur 24. Seulement pour regarder le match au Brésil. Mais quand ça va se terminer, ce mondial ici, on va revenir à la situation de coupure. Nous perdons combien d'appareils électroménagers? Donc, quelque part, c'est fait exprès. Mais c'est dans quelle intention si on devait le faire comme ça? Je ne sais pas. Alors, de toutes les façons, vous le savez, je crois que tout le monde, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, on se plaint toujours de la mauvaise gouvernance générale de ceux qui sont en train de gérer le pays pour le moment. Alors, la solution, elle est éminemment politique au départ. Voilà, c'est ce qui nous amène effectivement à parler de ce message des évêques, protégeons notre pays. Et les évêques demandent d'abord à la Commission électorale nationale indépendante de respecter les lois en vigueur, de ne pas d'organiser les élections telles que libellées aujourd'hui dans la Constitution, de ne pas changer les modes de scrutin au Parlement, de ne pas voter les modifications constitutionnelles et au gouvernement de doter de moyens suffisants à la CENI pour qu'il ne prétexte pas demain, je veux parler des responsables de la CENI qui n'ont pas eu de moyens pour faire ceci ou faire cela, ou modifier les modes de scrutin parce qu'il n'y aurait pas eu de moyens, et à la classe politique que vous êtes de contribuer efficacement à la sensibilisation de la population sur le processus électoral, à la communauté internationale d'accompagner ces processus. Comment vous avez analysé d'abord ce message livré par le Père évêque? Non, je crois que vous prenez le processus par la queue. Il y a eu des demandes incessantes dans le même sens par d'autres personnes. D'abord, la partie de l'opposition qui n'a pas été aux concertations a tenu le même discours.
les évêques disent protégeons notre nation. Mais les FAC, la plateforme Sauvons le Congo a dit exactement la même chose. Oui. Le pays est malade, il faut le redresser. La plateforme Sauvons le Congo et avant elle, le FAC, a parlé de la non-modification de la Constitution. Ne touchez pas à mon article 220. Oui, le livre de Bochabo a été fortement critiqué par nous, que c'était un livre extrêmement dangereux. Il était même toxique. On a vilipendé Malou pour dire le schéma dans lequel vous nous mettez là, c'est un schéma dangereux. Vous voulez modifier la Constitution en prolongeant le mandat du président et en modifiant le mode de scrutin. L'opposition politique, cette opposition-là, se veut emboîter le pas par les diplomates occidentaux accrédités à Kinshasa. Sous l'égide de M. Kobler, ces diplomates ont fait les mêmes remarques de manière graduelle. En troisième lieu, sont venus des envoyés spéciaux, y compris l'envoyé spécial de l'Union africaine. Ils ont dit que la gouvernance ici posait problème, qu'il ne fallait pas modifier la Constitution. C'est en quatrième lieu que vient l'Église catholique. Mais lorsque nous lisons l'Église catholique, c'est le même cri d'alarme. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'Église catholique est restée dans sa logique. Lisez ces déclarations avant, c'est exactement la même chose. Respecter la Constitution. Je ne veux pas que des ecclésiastiques entrent en politique. Je n'ai pas désigné un abbé à la commission, à la CENI, etc. Exactement la même chose. Ça signifie que si vous avez plusieurs groupes et des groupes influents qui dénoncent un mal, vous ne pouvez pas dire que ce mal n'existe pas. Alors, c'est juste... C'est le monde entier qui trouve qu'il y a des problèmes à Kinshasa. Tout à fait. Mais maintenant, lorsque vous prenez la réaction du gouvernement, le ministre Lambert Mende a dit d'abord il dit que quand les évêques saluent les réalisations du gouvernement, c'est tout à fait normal parce que c'est palpable. Mais lorsque les évêques disent que réviser par exemple le mot de scrutin était une erreur, de dire que l'élection au suffrage indirect n'est pas une élection démocratique, là les évêques se trompent et trompent l'opinion. Et que vouloir dire que l'article 220 de la Constitution sera modifié, c'est encore un procès d'intention parce que jusque-là, personne, ni le président de la République, ni le Parlement, moins encore tous ceux qui sont prévus par la Constitution, qui peuvent avoir l'initiative de révision constitutionnelle, n'ont décidé d'une telle chose. Et d'où vient que ces gens viennent raconter que l'on veut modifier la Constitution? D'abord, que les évêques aient commencé par le positif, c'est diplomatique. Oui. Nous reconnaissons qu'il y a des efforts qui sont faits. C'est ce que nous avons dit, qu'à Kinshasa, il y a des choses qui ont été faites. Hein? C'est palpable. On peut le voir. On a vu que l'armée était requinquée. Oui, je vais y arriver. Ouais. Mais prenez la proportion entre la partie positive du discours et la partie critique. Quelle est la partie la plus longue? Je crois que c'est la partie critique. En ce qui concerne la Constitution, les évêques sont des Congolais, comme nous tous. Monsieur Mende a circulé au lendemain de Sun City. Tout le pays ici
Parce que l'avant-projet de cette constitution était parti du Sénat. Lui a sillonné le pays pour défendre la constitution. Il est de ceux qui ont battu campagne pour que le référendum soit organisé et donne un résultat positif. Donc cette constitution n'est plus une chose du gouvernement, c'est la chose de tout le monde, de tous les Congolais. Militaires, civils, ecclésiastiques, laïcs, etc. etc. Donc, c'est notre chose à nous tous. Cette constitution a été signée par M. Kabila. Il s'est engagé à la respecter et à la faire respecter. Oui. C'est ce qu'il fait jusqu'à présent. Bon. Mais M. Kabila, ou les gens de la majorité, au nom de quoi peuvent croire que c'est une propriété privée et la manipuler comme ils veulent? M. Joseph Kabila fait un discours à la clôture des concertations nationales. C'est lui qui annonce le changement du scrutin en ce qui concerne les députés provinciaux. C'est lui qui a annoncé. Malou Malou n'est qu'un simple exécutant qui veut appliquer ce que Kabila avait annoncé. Nous ne sommes pas en train de déconner. Nous avons ce discours. La constitution votée par référendum que Kabila s'est engagé de respecter, de faire respecter, n'impose pas l'élection de députés provinciaux au suffrage indirect. Mais si dans le parcours on trouve que compte tenu par exemple de problèmes financiers, et qu'il faille par exemple modifier pour passer d'un mode à un autre, est-ce que c'est ça qui sera un frein à la démocratie, professeur? Vous faites bien de poser la question. En 2011, Kabila a fait changer la constitution. De 2 tours à 1 tour. Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Lorsque vous prévoyez que vous allez organiser les élections, on vous donne 5 ans. Vous appliquez la règle de 3, c'est-à-dire petit à petit. Nous n'avons pas vu dans le budget d'un pays prétendument sans moyens réserver chaque année quelque chose pour les élections. Nulle part. C'est en dernière minute qu'on nous dit « Oh, il n'y a pas suffisamment de moyens ». Mais c'est eux-mêmes ici qui ont organisé un séminaire sur le coulage des recettes. On sait que l'argent est détourné au quotidien. Je vous donne un exemple. Il paraît banal, mais il traduit l'état d'esprit des gens qui nous dirigent. Les professeurs des universités et instituts supérieurs se sont vus retenir de l'argent pour les véhicules qu'ils ont. On appelle les chevals blancs. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et on s'est rendu compte que le gouvernement a retenu plus que le prix de ces véhicules. Il y a eu... Il fallait payer des intérêts. Oui. Un trop perçu qui équivaut en moyenne à $3,000 par professeur. Aujourd'hui, les professeurs réclament cet argent que le gouvernement reconnaît qu'il a trop retiré, trop retenu. L'agent vendeur reconnaît aussi qu'il a trop perçu. Maintenant, c'est notre argent. Mais remettez-nous cet argent. Maintenant, ça pose problème. Attendez, beaucoup de Français, etc. Mais on ne vous demande pas l'argent de la caisse de l'État, on vous demande l'argent des professeurs que vous avez pris. Où est-ce que vous l'avez mis? Ça fait des mois et des mois. Ça, c'est toujours dans l'esprit de voler l'argent. Voler, voler, voler. Oui, prof, justement... C'est-à-dire, l'argent, il y en a. C'est la volonté. Vous êtes journaliste, vous avez lu les dernières publications
d'un magazine américain, Forbes. Il est dit là-dedans que les autorités congolaises actuelles, en 10 ans, se sont enrichies plus que les Mobutistes pendant 32 ans. La fortune de Joseph Kabila est estimée dans ce mécanisme-là à 15 milliards de dollars en 10 ans. Donc plus que Mobutu. Mais cet argent vient d'où? Tous ces messieurs ici qui ont des buildings partout là, ça vient d'où? C'est leur salaire. Même si c'était leur salaire, pourquoi ça peut manquer pour organiser les élections? Non. Le prétexte est bien trouvé, c'est maintenir Joseph Kabila au pouvoir, au-delà de ce que prévoit la Constitution. Mais alors c'est là où il vous pose la question, est-ce que ce n'est pas un procès d'intention? Où est-ce que vous trouvez les actes qu'ils ont posés et qui peuvent attester ce que vous alléguez, professeur? Parce que même la déclaration des évêques, la majorité dit que c'est une déclaration politique et non pas une déclaration des hommes d'église. Non. Je commence par cette affirmation. Oui. Quand vous allez en Italie, l'Italie a des États. Oui, oui. Hein? Vous avez le gouvernement italien avec ministre et tout ça. Vous avez le gouvernement du Vatican, l'État du Vatican. Le pape est chef religieux et chef politique. Vous prenez Kinshasa ici, vous avez l'ambassadeur d'Italie, vous avez l'ambassadeur du Vatican, le nonce apostolique. Je crois qu'il ne faut pas que les gens croient que nous sommes des idiots qui ne pouvons pas croire. D'ailleurs, l'ancienne conception de la séparation de l'Église et de l'État, etc., mais ça appartient à des vieilles histoires. Même l'Église catholique. Marini n'est pas sénateur. Il n'a pas été. Comme les autres. Vous n'avez pas vu beaucoup de responsables d'église, de réveils ici, députés. Un député, c'est quoi? Ce n'est pas un politique. Non. Le livre de M. Bochabo existe, qui prône déjà la possibilité de reviser la Constitution, parce qu'il dit ou on revise la Constitution ou on meurt. Déjà dans le titre. Et à la présentation, Nyabirungu, qui a fait la présentation, nous a bien dit que le livre était financé par le gouvernement. Il y a eu les Kambila, malheureusement il n'est pas là, le Claude Machala, qui n'a pas entendu leur discours, qui n'a pas entendu leur projection qu'il fallait qu'on fasse comme en Afrique du Sud, un président élu par les députés. Tout ça, on le sait. Alors, et ils ont continué, et ils le veulent. Aujourd'hui, ce changement de mode, ce changement de scrutin, c'est un signe aussi. Toute la communauté internationale dont nous avons parlé ici, à commencer par les ambassadeurs, tout le monde voit venir la révision constitutionnelle. Pas seulement comme à Kinshasa, mais Brazzaville à côté ici, Burkina Faso, Burundi, etc. C'est pratiquement la mode en Afrique, et Algérie. On a vécu tout ça. Pourquoi on ne peut pas penser ici? Pourquoi les gens ne peuvent pas faire des observations? Alors, professeur, cela, quand vous faites cette analyse en tant que cadre de l'opposition, ça ramène ou ça donne à croire à votre responsabilité aussi en tant qu'opposition. C'est vrai que vous avez pris position à un moment donné pour joindre votre voix à toutes celles qui dénoncent justement ce qui s'est fait. Mais aujourd'hui, l'opposition apparemment également aussi n'est pas vraiment organisée à pouvoir assurer l'alternance. Dans la rue, on se demande
quelle est l'opposition qui représentera réellement ceux qui ne sont pas du côté du pouvoir si jamais il y avait des élections en 2016? D'abord, nous, on n'a pas emboîté le pas à ceux qui réclamaient la révision. Nous sommes des initiateurs. Les autres ont suivi. Les ambassadeurs ont suivi. Les envoyés spéciaux ont suivi. L'Église a repris. Nous sommes des initiateurs. Ça, c'est extrêmement important. 2. Nous ne sommes pas des enfants. Nous connaissons bien le piège. L'opposition doit s'unir, l'opposition doit former un front commun, et sinon, etc. Et nous avons connu ici Bissau et Alliés. Ça a été un panier à crabes. Mobutu a infiltré beaucoup de ces gens là-dedans pour faire sauter cette affaire. En 2006, l'opposition ne formait pas un bloc, mais l'opposition a gagné les élections. En 2011, l'opposition ne formait pas un bloc, l'opposition a gagné les élections. Donc, il faut que les gens... Selon vous? C'est ça la réalité, chef. C'est la réalité. Nous étions avec les Kengo ici, les Kamere consorts, à Fatima. Choisissons un candidat unique pour que nous votions pour tous. On les a pris, ils sont allés à Sultani. Ils n'ont pas formé un bloc, chacun a présenté sa candidature. Mais tous ont été battus. Tout le monde sait que c'est Tshisekedi qui était passé. Même les Occidentaux là, même la MONUSCO ici, son rapport, rapport Carter, Union européenne, etc. Tout le monde sait qu'il y a eu tricherie. Même Kabila l'a avoué un jour en disant, oui, il y a eu des irrégularités. C'est un euphémisme pour dire qu'il y a eu tricherie. Aujourd'hui, est-ce que la rue consciente peut poser votre question là? Les amis sont allés aux concertations. Et vous voyez ce qui se passe maintenant. Qui est celui de l'opposition qui est resté, qui est allé semer la cisanie là-bas? Je crois que c'est maintenant très clair qui est sérieux, qui ne l'est pas, qui travaille pour ses intérêts, qui veut travailler pour les intérêts de la population. Il y a des gens qui sont allés là-bas parce qu'on leur a dit le per diem sera consistant. Il y en a qui ont même fait le calcul. Avec les 4200 par jour, qu'est-ce que je vais payer? Le gouvernement d'union, on l'a même appelé le gouvernement de large ouverture. Tout le monde a vu qu'il pouvait être gouvernement, pouvait être dans l'administration électorale, qui pouvait être autour du porte-parole de l'opposition. Maintenant que ça a traîné 9 mois après, vous voyez que ça foire entre eux-mêmes. C'est vraiment difficile, mais aujourd'hui, ce qui se passe aussi, ce n'est pas si bon pour l'image de l'opposition. Lorsque dans un groupe, comment vous appréciez par exemple la démarche des groupes Alisanga qui vont de manière, ils s'organisent à un congrès, alors qu'ils ont une charte qui constitue cette histoire et destituent leur autorité morale et s'autoproclament quelque peu. Bon, ça donne aussi pas bien l'image de l'opposition, professeur. Non, nous, on ne les considère pas comme opposants. On les considère à partir du moment qu'ils sont allés aux concertations, que c'est l'élargissement de la mouvance kabiliste. Ceux qui arrivent là-bas, ça nous réjouit. Ça nous donne raison. Ne faites pas trop de confusion. N'ayez pas une vue courte de la réalité politique. Les messieurs de la majorité là, combien sont derrière Kabila par conviction? Vous n'avez pas entendu parler
là-bas de Selpe, Kamitatu, Bati, Ndundu, etc. Aujourd'hui, depuis que Kabila est chancelant, et tous ces gens, on les voit la nuit, tout ça a été... Écoutez, même nous, vous savez, vous avez raison, mais nous, on ne peut pas le dire. Si Kabila tombe aujourd'hui, nous aurons la même situation qu'avec le Moboutiste. Ce n'est pas par conviction idéologique, c'est pour des raisons d'argent. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas reçu des bulletins pour s'auto-voter ou de l'argent pour battre campagne, ils n'ont plus le cœur dans l'opposition. À l'opposition ou à la majorité? À la majorité. Merci, professeur Kalele. Malheureusement, c'est la fin de cette émission. On va se retrouver avec le professeur lors d'une autre occasion. Vous le savez, Entretien, c'est votre émission de chaque jour pour pouvoir analyser l'actualité de la semaine. Prof, merci pour vos analyses. Ce numéro est terminé. Merci et à bientôt. Merci. Merci. Bonne chance pour les...